Nous allons commencer maintenant, donc si vous voulez bien tous vous asseoir. Merci. Notre invité honoré, les membres des médias, nos invités, Bédégan, bienvenue à la présentation publique du rapport de l'examen indépendant sur des contrôles de routine. Mon nom est Daniel Daoudi et depuis les 18 mois passés, j'ai aidé l'honorable juge Michael H. Tulloch. Et je vais être l'animatrice de cet événement aujourd'hui. Je vais revoir l'ordre du jour avec vous. Nous allons commencer avec la présentation du rapport par le juge Tulloch. Et une fois qu'il sera parti, j'appellerai nos avocats conseils et j'animerai les questions qui nous proviendront des médias, les questions et les réponses de la part des médias et du public. Et cela sera la conclusion de notre événement. Donc, sans plus attendre, merci d'accueillir avec moi l'honorable Michael H. Tulloch, qui était l'examinateur de cet examen indépendant. Bonjour. Je voudrais tout d'abord reconnaître que nous sommes rassemblés ici sur les territoires traditionnels et les lieux de rendez-vous de nombreuses nations autochtones, ce qui inclut les Anishinaabeg, les Haudenosaunee, les Huron-Wendat et les Mississauga de Nouveau-Crédit. Le territoire était soumis au pacte de la ceinture Wampum, faisant référence au concept du bol à une seule cuillère entre les Anishinaabeg et les Haudenosaunee et les nations alliées afin de partager pacifiquement et de prendre soin du territoire de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, le lieu de rendez-vous où est situé Toronto est toujours le domicile de nombreuses populations autochtones de toutes parts de l'île de la Tortue et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité de travailler dans la communauté au sein de ce territoire. Je veux vous remercier d'être venu pour m'entendre parler par rapport à ce rapport que j'ai publié récemment. Les contrôles de routine de la police et des communautés qu'ils desservent sont étroitement liés. Cette connexion est soulignée dans les principes de Peel sur l'application de la loi et le maintien de la loi reconnaît que le rôle des forces de police est de maintenir en tout temps la confiance de la communauté qu'ils desservent. Les principes de Peel sont l'un des principes directeurs de l'examen que je viens de compléter. En fonction de ces principes de Peel, la relation avec le public et les forces de police reflète les traditions historiques et le fait que la police est le public et que le public est la police. Fondamentalement, la police moderne a été fondée sur la confiance du public pour être sensible, pertinente et qu'elle soit significative dans la société de ce jour. Il est absolument critique que la police garde à l'esprit la protection et la promotion de la confiance du public en tant que principe directeur dans leur travail. Parce qu'en final, la confiance que fait la communauté dans les forces de police et qu'elle se confie, c'est important. Une communauté qui ait confiance dans les forces de la police aide la police et une communauté qui a confiance en la police respecte la police. Dans mes observations, je vais d'abord explorer le mandat, le contexte et l'approche de l'examen indépendant des contrôles de routine. Je vais ensuite définir les analyses et les recommandations principales qui sont contenues dans mon rapport en fonction de grands thèmes. Les définitions clés et le cadre juridique lorsque le règlement s'applique, les contrôles de routine et les crimes violents, l'interdiction du fichage,
les obligations des agents de police et les normalisations, la formation, l'éducation, la conservation des renseignements identificatoires dans les banques de données et les changements primordiaux à apporter pour améliorer le règlement. Je vais commencer mes commentaires en déclarant que je me sens privilégié d'être un citoyen du Canada et du fait que je vive en Ontario. Global News a récemment fait un rapport que pour la 3e année de suite, le Canada a été classé comme le 2e meilleur pays du monde en fonction des US News et que c'est dans la liste des meilleurs pays. De façon personnelle, je classerai le Canada en premier, mais je vais peut-être un petit peu un préjugé. Ce rapport, on dit que c'est un des 10 pays les plus sécuritaires du monde. Et dans la liste de sondage de Gallup de 2018, le Canada a été connecté avec le pays dans le conscient des personnes où les gens ont le plus confiance dans la police. Il n'y a aucun autre pays dans lequel je préférerais vivre. Nous sommes des Canadiens et le monde nous envie. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous vivons dans un pays qui est bien meilleur et où il fait bon vivre par rapport à d'autres pays du monde. Pourquoi cela? C'est parce que nous avons des valeurs partagées en tant que Canadiens. Peu importe notre couleur, l'ethnicité, le contexte socio-économique, l'ethnicité, le genre, l'orientation sexuelle. La plupart d'entre nous, nous sommes des travailleurs et nous respectons la loi. La plupart d'entre nous voulons seulement le mieux pour nos familles, nos enfants et nos collectivités. Je vais demander à ce que cette personne soit arrêtée. C'est bon, c'est bon. En fait, il prend vraiment des mauvaises photos de moi. Il en a pris par le passé, donc excusez-moi. Assurez-vous seulement que ces photos soient bonnes. Donc, pendant cet examen, j'ai eu l'opportunité de voyager dans toute la province et de rencontrer des Premières Nations, aussi bien que des Canadiens de toute origine et de tout contexte racial. J'ai appris que peu importe où nous habitons, nous voulons tous nous sentir en sécurité et nous voulons tous être fiers au sein de notre communauté. Nous ne voulons pas être stigmatisés en tant que criminels ou victimisés par des criminels. Nous partageons tous des valeurs communes. Tous les Canadiens veulent se sentir en sécurité au sein de la collectivité. Et la plupart des gens raisonnables comprennent que nous ne pouvons nous sentir en sécurité si nous n'avons pas un service et des forces de police professionnelles qui travaillent main dans la main avec la collectivité pour s'assurer de la sécurité. Il y a des éléments criminels dans toutes les collectivités, mais aucune communauté ne veut être définie en fonction de ces éléments criminels et d'être la proie de ces collectivités. La plupart des gens raisonnables savent que pour maintenir la sécurité au sein des communautés, ils ont besoin d'avoir une coopération entre la police et la collectivité. La sagesse nous dit que l'on ne peut avoir cette coopération sans avoir une confiance mutuelle. Au Canada, nous sommes gouvernés, nous sommes protégés par un état de loi. J'ai dédié toute ma vie afin de conserver la loi. Je comprends que les agents de police partagent cet engagement. J'ai un immense respect pour les services de police en Ontario et pour le travail qu'ils accomplissent. J'ai vu de mes propres yeux le niveau élevé du professionnalisme des services de police canadiens et surtout des services de police en Ontario. Les services de police au Canada et en Ontario ont vraiment travaillé dur pour établir des normes élevées des forces de police et du maintien des lois. Ils ont bien voulu essayer des nouvelles techniques au niveau du maintien des forces et de reconnaître lorsqu'ils ont fait des erreurs et qu'il faut prendre une nouvelle direction. Le peuple de l'Ontario devrait être fier des services de police. Alors que je dirigeais cet examen, j'ai entendu lors de mes consultations et dans notre enquête
auprès des civils que les citoyens généralement soutiennent la police. Maintenant, je voudrais parler de mon mandat, du contexte et de l'approche. Le 7 juin 2017, j'ai été nommé par le gouvernement provincial de diriger un examen complet et indépendant du règlement de l'Ontario 58/16 qui définit la nouvelle règle de l'Ontario par rapport au contrôle de routine, une pratique que l'on appelle parfois le fichage. Ce règlement est le premier élément de législation au Canada qui parle de ces contrôles de routine. Brièvement, le règlement s'applique si un agent de police demande à une personne de s'identifier lorsqu'il considère des activités suspectes ou lorsqu'ils font une enquête générale au niveau de l'activité criminelle dans une collectivité. Il s'applique aussi lorsqu'un agent de police demande à une personne de s'identifier dans un but seulement de rassembler des informations à des fins de renseignement. En revanche, le règlement ne s'applique pas si l'agent parle à un conducteur lors d'une interpellation en fonction du code de la route ou lorsqu'ils arrêtent quelqu'un par rapport à l'enquête d'un délit spécifique. Le règlement définit ce qu'un agent doit faire lorsqu'il demande les documents d'identité d'une personne. Le règlement aussi parle de la conservation des informations qui proviennent de ces contrôles de routine et des formations obligatoires des officiers par rapport au nouveau règlement et les exigences de rapport public. J'ai examiné le contenu du règlement et évalué si les agents de police, les commissaires de police et les commissions des services de police le suivent. J'ai aussi évalué si vraiment le règlement reflète le but essentiel de s'assurer que les interactions entre le public et les forces de police soient cohérentes, qu'elles soient sans préjugés, qu'elles soient faites d'une certaine façon qui promouvoit la confiance du public et les droits de la personne. En étant un petit peu candide avant de faire cet examen, je connaissais très peu au niveau des rouages, des contrôles de routine ou s'il y avait des bénéfices, quels qu'ils soient, pour les services de police ou bien les impacts que ces contrôles de routine pouvaient avoir sur les personnes qui ont été interpellées par la police. Pour être entièrement transparent avant cet examen, je n'étais pas certain même de ce qu'était un contrôle de routine. Pendant l'examen, j'ai réalisé que mon ignorance était vraiment importante et que de nombre de personnes la partageaient. En résultante, nous nous sommes impliqués dans une étude intense et pour aussi étudier la définition de ce qu'est un contrôle de routine. En résultante, j'ai dû vraiment étudier la question en profondeur et j'ai eu des relations avec les membres des services de police ainsi qu'avec différentes et communautés variées qui ont été vraiment touchées de façon négative par cette pratique. J'ai rencontré les représentants de 34 services de police dans tout l'Ontario. J'ai tenu 12 consultations publiques. J'ai aussi eu de nombreux rendez-vous avec des participants. J'ai rencontré des autochtones, des Noirs, des communautés racialisées et j'ai aussi lancé une enquête civile pour avoir le point de vue du public par rapport au contrôle du public. En total, j'ai rencontré plus de 2200 personnes et j'ai reçu plus de 100 documents écrits. Il est important de comprendre que toute personne n'est pas affectée, n'est pas touchée de la même façon ni dans la même mesure par le fichage. Nombre d'études ont montré que les personnes qui sont touchées de façon disproportionnée sont les membres des populations autochtones, noires et d'autres communautés racialisées. Par exemple, dans les années 2010 et 2012, une série d'articles dans le Toronto Star ont illustré le nombre disproportionné de personnes noires qui ont été fichées. Et en 2013, ces Noirs, il a été prouvé qu'ils étaient souvent arrêtés et que la proportion était de 17 fois plus importante par rapport aux autres personnes. Les femmes autochtones pouvaient être arrêtées plus de 10 fois par rapport aux autres par la police à Edmonton. En 2015, les personnes noires à Brampton et à Mississauga il était 3 fois plus possible pour eux d'être arrêtés par la police.
et que 21% de ces fichages se faisaient sur seulement 9% de la population. En sus de ces consultations, j'ai aussi fait des recherches internationales et canadiennes pour me pencher sur les questions multiples et les considérations. Et j'ai lancé une enquête civile importante qui était une exigence en fonction du cadre de référence de mon mandat. Maintenant, il est essentiel pour toute analyse par rapport au contrôle de routine et au fichage de s'assurer que nous comprenions tous très bien ce que veulent dire les termes. Les deux concepts sont souvent confondus alors qu'ils sont plutôt différents. Pendant cet examen, il est devenu vraiment clair qu'il y avait des mécompréhensions et des méconceptions par rapport au règlement. Et je pense que je dois m'y pencher. Tout d'abord, les gens utilisent les mots fichage et contrôle de routine de façon interchangeable. Ils débattent les mérites inhérents de chacune de ces pratiques sans vraiment comprendre ce que les termes veulent dire. Je pense qu'il y a une différence entre ce que l'on appelle un contrôle de routine et ce qui est appelé communément le fichage. Les services de police utilisent le terme de contrôle de routine pour référer à toutes les informations qui sont obtenues alors qu'un agent est dans la communauté pour obtenir des informations. Par exemple, si un agent remplit un rapport d'observation et qu'ils ont vu quelqu'un faire quelque chose à un endroit particulier, ceci est qualifié en tant que contrôle de routine, bien qu'il n'y ait eu aucun renseignement identificatoire qui ait été requis ni obtenu de la part de cette personne. En résultante, la première des choses qui a dû être faite doit être de définir les termes clés. Is limited to situations where Pour le rapport, un contrôle de routine est limité à des situations où les renseignements identificatoires sont obtenus par un agent de police en ce qui concerne une personne en dehors d'une station de police qui n'est pas une partie d'une enquête. Maintenant, le fichage est défini comme une situation où un agent de police demande de façon aléatoire à une personne de fournir des renseignements identificatoires sans qu'il y ait une activité suspecte de façon objective, où la personne n'est pas soupçonnée d'avoir commis une infraction et où on n'a pas de raison de croire que la personne a de l'information, des renseignements concernant une telle infraction. Ces renseignements sont alors enregistrés et entreposés aux fins de renseignement dans une base de données et donc le fichage est donc un sous-groupe de contrôle de routine. Je devrais remarquer que les renseignements identificatoires ne sont pas seulement le nom d'une personne, mais inclut aussi n'importe quel renseignement qui, tout seul ou en combinaison avec d'autres renseignements, pourrait être utilisé pour identifier une personne. Cela pourrait être le nom de la personne, mais aussi, par exemple, son âge, son identification sexuelle, son état matrimonial, ses circonstances socio-économiques ou son historique d'emploi. J'ai recommandé que cette définition soit normalisée le long de la province. C'est avec ces définitions en tête que j'ai fait mon analyse et mon examen. J'ai aussi pensé que c'était important de fournir le cadre juridique pour cette analyse. Les agents de police ont une obligation générale de protéger le public. On ne leur fournit que des pouvoirs limités prévus par la loi et qui découlent de la common law pour exécuter cette obligation. Et ils peuvent demander aux gens de s'identifier dans n'importe quelle situation, à moins qu'il y ait une exigence juridique à ce que les personnes s'identifient, telle que, par exemple, quand cette personne conduit un véhicule à moteur ou est en arrestation, les personnes ne doivent pas fournir leur identité à l'agent de police. Le règlement tend à assurer que si l'agent de police demande à la personne de fournir des renseignements identificatoires quand cela n'est pas exigé par la loi, la demande se fait sans distinction et non pas de façon arbitraire et les renseignements doivent être fournis de façon volontaire. Et dans ce sens-là, le règlement simplement codifie la common law existante. Maintenant,
quand est-ce que le règlement s'applique? Tel que je l'ai expliqué auparavant, le règlement, tel qu'il est rédigé en ce moment, s'applique à une situation où l'agent de police demande à une personne des renseignements identificatoires. La police se renseigne en ce qui concerne une conduite suspecte ou une infraction potentielle, ou là où la police est en train de recueillir des renseignements aux fins de renseignement. Maintenant, pendant ces interactions, le particulier n'a pas l'obligation de fournir des renseignements identificatoires et à tout temps peut s'en aller. Mais fréquemment, l'on parle d'une inquiétude et ceci a surgi pendant mes consultations, c'est-à-dire activité suspecte comme terme peut être interprété de façon très ample et quelque chose qu'une personne considère suspecte, une autre personne pourrait ne pas considérer comme suspecte et cela pourrait mener à des contrôles sans distinction. Et donc, pour cette raison, j'ai recommandé que quand les agents de police demandent des renseignements identificatoires parce qu'ils se renseignent en ce qui concerne des activités suspectes ou des activités criminelles générales, ils doivent avoir des motifs objectifs et crédibles pour justifier ces questions. Je vous demanderai de bien vouloir lire le rapport. Nous avons dans cette salle des copies pour vous tous. Et je pense, vous savez, qu'on ne peut pas vraiment comprendre ces recommandations à moins de comprendre le contexte. Le contexte est important et je pense que c'est le manque de contexte qui a causé toute cette confusion et qui nous a apporté à l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc, je vous encourage vraiment non seulement à écouter mes observations d'aujourd'hui, non seulement à lire les différents articles dans les journaux, mais je vous prie de lire tout le rapport complet. Je pense que c'est essentiel pour nous tous, pour que nous soyons tous conscients de ce que sont nos obligations en tant que citoyens et ce que sont nos libertés civiles. Maintenant, pour cette raison-là, j'ai recommandé, comme je l'ai indiqué, que quand on demande des renseignements identificatoires parce qu'ils demandent sur des activités suspectes ou des activités criminelles générales, ils doivent avoir des motifs objectifs et crédibles pour justifier ces questions. Et les motifs objectifs et crédibles sont définis dans le rapport. J'ai aussi fait une liste de scénarios et d'exemples dans le rapport afin que cela soit compris facilement par les agents de police et par les citoyens aussi, pour qu'il n'y ait pas trop de confusion dans ce genre de situation. Maintenant, afin de maintenir la confiance du public dans la police et assurer que les ressources de la police soient utilisées de façon adéquate, les contrôles doivent se fonder sur plus qu'un pressentiment ou un sens commun. C'est essentiel que les agents de police puissent formuler leurs motifs objectifs et crédibles pour leurs demandes. Maintenant, il y a plusieurs circonstances dans lesquelles le règlement ne s'applique pas et je voudrais en souligner plusieurs. Le règlement ne s'applique pas aux interactions au sein de la collectivité. La police devrait pouvoir se rencontrer avec et parler avec les membres de la collectivité sans inclure ou entrer ces renseignements dans une base de données de la police, sans avoir l'obligation de suivre les règles du règlement. D'un autre côté, les membres de la collectivité devraient sentir qu'ils peuvent se rencontrer avec leurs agents de police locaux dans des situations informelles, amicales, sans sentir qu'on est en train de leur demander leur nom afin de les enregistrer dans une base de données de la police. Maintenant, le règlement ne s'applique pas aux enquêtes de façon générale. La police peut poser des questions à des témoins et à des suspects potentiels en ce qui concerne une infraction qui a déjà été commise ou sera commise sans suivre les règles du règlement. Et ça, c'est la loi. Ils peuvent aussi détenir aux fins d'une enquête une personne qui soupçonne a commis une infraction.
Ils peuvent arrêter un particulier là où ils ont des motifs raisonnables et probables pour croire qu'ils ont en fait commis une infraction ou un autre pouvoir légal. Maintenant, un autre aspect important du règlement, c'est les circonstances sous lesquelles cela interdit la collecte de renseignements identificatoires. Les agents de police ne peuvent recueillir des renseignements identificatoires s'il y a une composante de la raison pour la tentative de collecte où l'agent perçoit la personne comme étant une partie d'un groupe racialisé ou si la tentative de collecte est faite de façon arbitraire. Bien évidemment, la seule exception importante à cela est là où l'identité raciale est une composante de la description de la personne, où il y a une description d'une personne en particulier que la police est en train de chercher et l'agent de police a une description spécifique et raisonnable de la personne qui consiste de plus que simplement son âge, son genre ou son identité raciale. Et là, un agent de police peut considérer la race lorsqu'il demande des renseignements identificatoires. Tandis que l'on doit assurer que les personnes ne soient pas contrôlées seulement à cause de leur race, c'est un pas important en ce qui concerne la justice et l'égalité dans les interactions entre la police et les particuliers. Et je ne crois pas que cela va suffisamment loin. Les contrôles ne sont pas faits selon des motifs illicites de discrimination sur le Code des droits de la personne de l'Ontario ou le statut socio-économique d'une personne. Et finalement, ce n'est pas seulement des interactions où un agent de police demande des renseignements identificatoires où ces interactions doivent avoir lieu sans biais ou discrimination. Toutes les interactions entre la police et les particuliers doivent avoir lieu de cette façon. Les agents doivent être formés et comprendre qu'ils doivent avoir des motifs bien formulés pour leur contrôle et qu'aucune de ces raisons doivent se fonder sur des motifs illicites de discrimination sous le Code de droit de la personne de l'Ontario. Des types d'interactions auxquelles s'applique le règlement, c'est la catégorie aux fins de renseignement qui a attiré la plus grande quantité de criticisme des parties prenantes. Ils considèrent les fins de renseignement comme un fourre-tout qui permet à la police de demander à qui que ce soit ce qu'ils veulent comme renseignement identificatoire. Maintenant, il y a deux genres de demandes de renseignement identificatoire pour des fins de renseignement. Là où l'agent de police a des motifs objectifs et crédibles pour croire que l'obtention de cette information, de ces renseignements, va lui fournir des renseignements qui ont de la valeur pour la police, et la collecte de renseignements aléatoires où l'on se concentre seulement à recueillir des noms et créer une base de données des personnes. Et tel que je l'ai dit dans mon rapport, le premier est une activité adéquate de la police et devrait être un contrôle réglementé. Le dernier est essentiellement le fichage. Et j'ai posé deux questions qui sont essentielles pour mon examen. Est-ce que les contrôles de routine aléatoires fonctionnent vraiment? Et est-ce qu'on ne devrait jamais les permettre, ces situations de contrôle? C'est impossible de compléter une analyse de cet enjeu sans aborder ce dont on ne parle jamais. Il existe des personnes qui ont fait une connexion entre la diminution en contrôle de routine et l'augmentation de crimes violents. Cela n'est pas vraiment justifié selon moi. Beaucoup de juridictions en Ontario n'ont pas signalé une augmentation de crimes après la réduction des contrôles de routine. À Toronto, les crimes violents, en fait, ont été en déclin jusqu'en l'an 2014, malgré le fait que les services de police de Toronto, en fait, ont réduit de façon volontaire les contrôles de routine qu'ils ont fait pendant ce temps-là.
Et entre le 2016 et le 2018, la quantité de situations de tirs, en fait, ont diminué dans des quartiers qui ont été assujettis à beaucoup de fichage avant l'entrée en vigueur du règlement. Maintenant, la violence armée n'est pas le seul indicateur du crime violent. En tant qu'avocat de défense et en tant que procureur aussi, je comprends qu'il nous faut regarder les données d'importance. Et Statistique Canada a signalé qu'en 2017, en fait, la première année où le règlement a été en vigueur, l'Ontario a eu la deuxième réduction la plus importante d'homicides à travers les provinces du Canada. Et cela a été grandement attribué aux armes et aux gangs. Et je pense que c'est important. Quand le règlement a surgi, les homicides se sont vus réduits. Et le lien entre la violence et les contrôles de routine sont aussi inusuels parce qu'on est en train de comparer deux choses qui sont très différentes les unes des autres, en fait. N'importe quelle augmentation de la violence est connectée à cette réduction. Et encore une fois, la définition, bien évidemment, quand ces arguments sont faits, ils mettent le fichage et les contrôles de routine dedans. Il n'y a pas de distinction. Donc, l'argument continue, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous avons une corrélation en ligne directe, ce qui ignore le fait qu'avant le règlement, la police utilisait le terme « contrôle de routine » comme terme général qui incluait beaucoup d'interactions qui n'étaient pas réglementées et n'étaient pas considérées comme des contrôles de routine sous le régime. Avant le règlement, les contrôles de routine pouvaient inclure des observations qu'un agent de police faisait sans parler avec les particuliers ou en parlant avec quelqu'un sans inclure des renseignements identificatoires. Une réduction dans la quantité d'interactions de contrôle de routine qualifiés n'aurait pas un impact sur le taux de crime. Et en plus, les pouvoirs de la police ne se sont pas terminés. La police a encore le droit d'arrêter les personnes qui sont soupçonnées de façon raisonnable d'être impliquées dans une infraction sans affecter le règlement. La police a encore le droit d'aborder des personnes et leur poser des questions sans leur demander des renseignements identificatoires et sans déclencher le règlement. La police a le droit de faire une fouille concernant des armes si la police soupçonne que la personne porte une arme dans une interaction réglementée ou non réglementée. Et aucun de ces pouvoirs importants de la police ont été enlevés ou ont eu un impact à cause du règlement. La seule chose qui a changé est que quand un agent de police demande les renseignements identificatoires d'une personne avec moins qu'un soupçon raisonnable d'une activité criminelle, là, il faut avoir une raison bonne et justifiable pour cette demande. Et ceci n'est pas une exigence difficile, selon moi. Maintenant, cela m'a été clair à partir de mes consultations et de ma recherche que la pratique de fichage aléatoire a un impact sans proportion sur des personnes innocentes qui respectent la loi et qui sont autochtones, noires ou racialisées. Et l'impact à long terme du fichage aléatoire sur les personnes de ces communautés apporte une aliénation de collectivités entières qui s'éloignent de la police et manquent de confiance à la police et ne veulent pas coopérer avec la police. Notre système actuel du maintien de l'ordre, est par consentement. Le public donne son consentement à ce que les agents de police aient des pouvoirs et
on a des défenses juridiques disponibles pour d'autres citoyens. Maintenant, les contrôles de routine qui sont faits de façon adéquate sont une composante efficace et nécessaire du maintien de l'ordre proactif. La plupart des personnes soutiennent le fait que la police doit contrôler des personnes et leur poser des questions en ce qui concerne leur identification dans les situations adéquates. Par exemple, imaginez-vous qu'un agent de police voit que quelqu'un essaie d'ouvrir les fenêtres d'une maison tard la nuit. C'est possible que la personne se soit verrouillée par accident en dehors de sa propre maison. C'est aussi possible que la personne soit un voleur. Maintenant, si vous êtes d'accord que l'agent de police devrait se renseigner par rapport à laquelle de ces possibilités s'applique, et selon moi, n'importe quelle personne raisonnable le ferait, alors là, vous venez de soutenir un contrôle de routine fait par la police. La plupart des personnes ne soutiennent pas que la police exige de façon aléatoire que les gens fournissent des renseignements identificatoires et enregistrent après cela ces renseignements dans une base de données de la police, tel que je l'ai mentionné, tel que je vais le mentionner plutôt. Ceci est devenu une base commune pour la plupart des services de police. Le problème devient pire dans le passé quand quelques services de police l'ont rendu une mesure de rendement que les agents de police obtiennent des renseignements identificatoires. La barre de ce qui est considéré une activité suspecte a été réduite et a été entièrement retirée après cela. Les gens n'étaient plus contrôlés parce qu'ils étaient en train d'agir de façon suspecte. Non, ils étaient contrôlés parce qu'ils étaient disponibles dans la rue pour être contrôlés. Et afin d'atteindre des quotas exigés, des groupes de jeunes personnes étaient demandés par la police de fournir leurs renseignements identificatoires. Il y avait des gens que l'on arrêtait en chemin au travail ou du travail, ou à l'école ou de l'école, et on leur demandait des renseignements identificatoires. Le procès est devenu tellement fort. Je ne suis pas en train de dire que tous les agents de police soient comme ça, mais quelques agents de police ont commencé à enregistrer les noms et les dates de naissance sur les tombes des cimetières et l'ont soumis comme des données de contrôle de routine. Il y avait des gens qui donnaient des renseignements de personnes qu'ils n'aimaient pas. Et donc, la confiabilité et la qualité de l'information recueillie était très mauvaise. Et une analyse de données de contrôle de routine recueillies indiquerait la présence combinée des morts vivants. Et plusieurs personnes ont confirmé que le fichage aléatoire produisait des renseignements de mauvaise qualité. Cependant, on niait à des gens des emplois à cause de ces données qui, maintes fois, étaient incorrectes. De nombreux rapports des journaux rapportent que certains groupes étaient interpellés beaucoup plus fréquemment que d'autres. Les contrôles de routine semblaient être une manifestation d'un profilage racial. Ceci a eu comme résultante une perte de confiance ainsi qu'une réduction au niveau de la légitimité perçue des activités de police au sein de ces groupes. Cela a aussi affecté des contrôles de routine appropriés à cause de la publicité négative et du mauvais niveau et de la qualité des renseignements d'intelligence. La plupart des services de police ont arrêté la pratique d'interpeller les gens de façon aléatoire et d'enregistrer les renseignements identificatoires bien avant que le règlement soit en vigueur. En même temps, et pendant ma recherche et ma consultation, j'ai réalisé que le fichage aléatoire a vraiment un rôle très minime pour détecter ou empêcher les délinquants et de
réduire vraiment les crimes. D'après mon avis, il était beaucoup mieux d'utiliser les ressources de police disponibles plutôt que de se concentrer sur des personnes qui ne sont pas vraiment raisonnablement suspectées ou d'avoir commis un crime. L'impact négatif du fichage dans les populations autochtones noires et des communautés racialisées, combiné avec des preuves vraiment limitées que ce soit un outil policier utile, m'apporte à la conclusion logique que les fichages aléatoires doivent être interdits. Maintenant, au niveau de cette analyse complète, il m'était impossible de trouver un exemple où je pouvais trouver l'incapacité d'un police d'arrêter et d'interpeller une personne de façon aléatoire pour obtenir des renseignements en but d'intelligence ou, comme je dirais aujourd'hui, de voir que cela empêcherait d'exercer ses fonctions de façon efficace pour assurer la sécurité du public. Les outils qui sont déjà disponibles pour la police sont plus que suffisants pour faire face à toute menace qui puisse subvenir. Encore une fois, je vais vous demander de vous concentrer sur le chapitre 4 de mon rapport quand je parle du cadre juridique. Les chapitres 5 et 6, je vous ai donné des exemples concrets et des scénarios que vous puissiez considérer et que vous les lisiez. De nombreux services de police sont déjà parvenus à la même conclusion et ont arrêté cette pratique du fichage aléatoire. Et pour les services qui ne l'ont pas encore fait, à mon avis, il est temps de le faire. L'élément essentiel de mon rapport se concentre sur les obligations des agents de police par rapport à la collecte des renseignements identificatoire et de la normalisation des reçus, des formulaires, des politiques et des procédures et pour la mise en place de ce règlement. En remarquant l'importance du sens civique et du professionnalisme d'un officier lorsqu'il demande les informations identificatoires. J'ai fait une série de recommandations dans mon rapport qui inclut les bonnes notifications et ce qui doit être fait avant qu'un agent demande l'information identificatoire et que l'agent doit informer la personne de ses droits alors qu'il demande des documents en reconnaissant la vulnérabilité des enfants et des expériences vécues qui, dans de nombreux cas, un contrôle de routine est très souvent la première interaction d'un enfant avec la police. J'ai fait vraiment attention par rapport aux demandes de documents identificatoires par rapport aux enfants qui sont en dessous de l'âge de 12 ans. J'ai fait des recommandations lorsque les officiers qui demandent des papiers d'identité à ces enfants et des règles spécifiques qui s'appliquent dans ce cas-là. Cela m'amène maintenant au concept de normalisation et c'est important d'avoir une normalisation des documents, des politiques et des procédures qui assurent que les membres de services de police à tout niveau travaillent dans toute la province en comprenant bien les attentes que l'on a et qu'ils fassent leur travail d'une façon systématique. La normalisation aussi pourrait assurer que les membres du public connaissent bien et puissent apprécier dans quelles circonstances et quand et comment on peut leur demander des renseignements identificatoires. Et aussi pour les agents de police qui sont positionnés de façon latéralement au sein des services de police et qu'ils aient tous la même formation et qu'ils aient les mêmes attentes. Alors que l'on parle des renseignements identificatoires, la normalisation veut dire que l'agent doit informer que la participation de la personne à qui les documents sont demandés, que leur participation est volontaire, que le reçu ou qu'un document de l'interaction doit être demandé et récupéré et que le contenu et le format soient le même dans toute la province afin que le public ait confiance que les mêmes règles soient appliquées de façon cohérente. Les agents de police doivent aussi fournir la raison pour laquelle ils demandent des renseignements identificatoires et qu'ils soient vraiment clairs et qu'ils expliquent bien pourquoi la personne a été interpellée.
l'agent de police doit rapporter les informations spécifiques qu'il y a eu lors d'une interaction régulière. Ce doit être fait dans toute la province. C'est aussi une recommandation et que le formulaire et que le processus soient simplifiés. La cohérence et la normalisation est vraiment essentielle au niveau de l'organisation et du niveau systémique. Ce que je veux dire est qu'il devrait y avoir une politique qui couvre toute la province, qui soit minimum et cohérente et qui mette en place les règlements et les rende obligatoires dans tous les services de police et des commissions des services de police qu'ils devraient adopter s'ils le veulent. Que les commissaires de police doivent développer les procédures qui ont été développées par les commissions des services de police. Que les procédures doivent être obligatoires pour les commissaires. Qu'il y ait un rapport annuel qui soit en fonction d'un gabarit qui doit être utilisé par la police afin que les analyses et les données puissent être comparées facilement entre les différents rapports et que ces rapports doivent être rendus publics dans les 6 mois de l'année suivante, que les groupes d'âge, les groupes racialisés à qui on a demandé des renseignements identificatoires, que ceci doit être aussi normalisé au sein de la province en fonction aussi d'un éventail d'âge et de catégories raciales. L'impact disproportionné doit être défini afin de s'assurer de la cohérence. Analyser, désidentifier les données, ceci doit être rendu public dans des buts de recherche. Lors de mes nombreuses consultations pendant ma recherche et mes analyses, j'ai réalisé que la cohérence et la normalisation sont seulement possibles si elles sont surveillées et qu'il y ait une conformité et des mécanismes de responsabilité qui soient mis en place. Pour ceci, je recommande que les informations recueillies doivent être surveillées pour s'assurer qu'elles soient obtenues correctement et que les agents suivent bien le règlement, que les officiers qui ne sont pas en conformité avec le règlement, qu'ils reçoivent une formation supplémentaire et qu'ils aient des instructions précises et qu'autrement, s'ils ne respectent pas ce règlement, encore une fois, qu'ils aient des mesures de discipline. Comme je l'ai dit dans le rapport, quelque chose qui est essentiel, c'est au niveau de la formation des agents de police par rapport à un règlement. Cette formation est vraiment essentielle pour le règlement. Dans le rapport, j'ai considéré la formation qui s'est donnée en 2016 à l'automne et qui doit se poursuivre de façon régulière. La formation d'automne 2016 était en conformité avec les exigences du règlement, mais il avait des défauts. Tout d'abord, la formation ne portait pas assez d'attention pour la raison d'être du règlement. Et du coup, il n'a pas reçu un soutien fort des agents de police qui le considéraient comme un problème torontois et pas un problème provincial. Ensuite, ils n'ont pas passé assez de temps sur le règlement lui-même et sur le règlement en lui-même. Il n'y avait encore pas de formation pour les données particulières. Recognizing Ils ont reconnu que ces enjeux existaient et qu'il y avait des recommandations spécifiques pour étendre cette formation pour aller de l'avant. J'ai souligné que l'importance des communautés de police pour donner la formation. On a le développement des adolescents, et on a les agents de police, on a l'application des règlements
pour des scénarios de la vie réelle et une focalisation générale à la capacité de formuler les raisons. La formation doit inclure des tests et on devrait avoir de la formation de recyclage périodique. En plus, j'ai recommandé que l'Ontario considère établir un collège de police comme entité de maintien de l'ordre. J'ai inclus cette recommandation dans mon rapport de l'examen indépendant des contrôles de revue parce que cela vaut la peine de le répéter. La police est une profession complexe et un programme à diplôme comme exigence pédagogique pourrait beaucoup faire pour assurer que les agents de police aient tous les outils afin de faire leur travail important. De façon tout aussi importante pour l'éducation et la formation de la police, on a aussi la formation du public. Les membres du public n'ont pas été complètement éclairés par rapport au règlement et son opération, et cela a donné comme résultat une confusion massive dans ces renseignements concernant les contrôles de routine, le fichage et les règles du nouveau règlement. Le public ne doit pas être formé simplement selon le règlement et son fonctionnement, mais aussi les principes et les autorités autour de concepts tels que les pouvoirs de la police et le droit de s'en aller librement et tout le concept juridique de la détention aux fins d'enquête. Je recommanderais que n'importe quelle éducation et des matériels de formation devraient être très multidisciplinaires, inclure des groupes communautaires, des cliniques d'aide juridique, les conseils scolaires et des groupes de défense des droits des jeunes. On devrait aussi avoir une plateforme complète qui puisse publier les stratégies des médias sociaux concernant le règlement. J'ai aussi remarqué qu'on avait le besoin d'avoir une éducation robuste, une éducation concernant les droits de la personne. Et je voudrais indiquer que l'éducation civique n'est plus enseignée dans nos écoles comme on l'enseignait quand j'étais jeune. Et je crois certainement que cela devrait être une composante du programme d'études pédagogiques. En plus, vous savez que les particuliers doivent être enseignés par rapport à l'histoire autochtone, l'histoire noire, et on doit leur donner de l'information par rapport à comment leurs expériences au niveau historique les ont affectés en vivant au sein de ce mosaïque culturel. Maintenant, un autre enjeu clé est la conservation de renseignements identificatoires dans la base de données. L'information recueillie lors d'interactions réglementées est fréquemment entreposée dans une base de données au sein du système de gestion de données des services de police. Et cela a exigé beaucoup d'attention de mon côté. Beaucoup de parties prenantes ont indiqué que les données étaient essentielles pour résoudre des crimes futurs et le transfert de n'importe quelle plainte future. D'autres participants ont indiqué et qu'il y avait beaucoup d'histoires de perfils élevés par rapport à comment l'information entreposée dans ces bases de données ont eu un impact négatif sur les vies de beaucoup de citoyens qui respectent la loi. Et beaucoup de ces histoires sont décrites dans le rapport et incluent des exemples où la collecte de données à partir de contrôles de routine a donné comme résultat une perte d'emploi et d'occasions d'éducation. Des rapports et des études ont recommandé de différentes périodes de temps pour conserver les données et j'ai établi qu'il fallait établir une limite de temps clair par rapport à l'entreposage des renseignements, après quoi les renseignements devraient être détruits. Et j'ai déterminé plutôt que 5 ans était une période adéquate. Pendant ce temps-là, les données historiques concernent les données recueillies avant l'entrée en vigueur du règlement
et le règlement aurait été appliqué à cela s'il avait été en place à l'époque. Maintenant, je reconnais l'importance de la consistance en ce qui concerne la gestion et la manipulation des données par les services de police au niveau de la province. Et donc, je recommande que les données historiques soient automatiquement détruites 5 ans après leur collecte. Finalement, le cadre de référence m'a demandé de considérer n'importe quel changement généraux pour améliorer l'application du règlement. Et j'ai reconnu plutôt dès le début que n'importe quel examen ne serait pas complet par rapport au règlement si je ne parlais pas d'une approche contextuelle qui considère les thèmes de confiance du public et de confiance au maintien de l'ordre. Dans mon rapport, j'ai considéré des façons par rapport à comment les contrôles de routine se rencontrent de façon plus générale avec la pratique de la police. Et j'ai fait des observations et des recommandations concernant ces sujets. Le maintien de l'ordre au sein des collectivités est essentiel pour établir et maintenir la confiance du public. Et les partenariats entre la police et les communautés autochtones développés à travers de forts programmes et de fortes initiatives se fondent sur des recommandations faites dans des rapports antérieurs et sont essentielles pour établir des relations significatives et équitables avec les communautés autochtones. En ce qui concerne le maintien de l'ordre au niveau local, on a exprimé de l'inquiétude le long de mes consultations par où les agents de police fréquemment ne vivaient pas dans les communautés qui desservaient. Et cette distance entraînait un manque de lien fort et direct à la communauté ou à la connaissance de cette communauté. Donc, j'ai recommandé que les services de police fassent des efforts d'embaucher des personnes de l'intérieur de la ville ou de la région que les agents de police desservent et que les agents de police communautaires en particulier soient impliqués à une communauté locale pendant une période de temps importante pour former des relations positives à long terme. La dernière chose, mais certainement pas la moindre, est que je souligne l'importance de la diversité et de l'inclusion dans les services de police. Une partie de la perception de la discrimination dans les interactions réglementées ou les contrôles de routine pourrait venir comme résultat du fait que l'agent de police que demande des renseignements identificatoires vient d'un contexte racial différent que la personne à laquelle il demande des renseignements identificatoire. Et je crois qu'un service de police inclusif et divers à tous les niveaux est essentiel pour aborder cette inquiétude et ferait une différence très importante. Et donc, je précise l'importance de faire une collecte de données périodique et l'importance des stratégies de diversité et d'inclusion. En conclusion, je remercie l'occasion de fournir mes entrées en ce qui concerne ce domaine important à travers ce rapport. Je ne puis, avec une allocution brève, couvrir de façon adéquate tout ce qui apparaît dans le rapport. Et j'espère qu'aujourd'hui, je vous ai donné une idée du travail que j'ai fait en ce qui concerne cet examen, mais je vous demande aussi de bien vouloir prendre le temps pour lire et réfléchir à ce rapport dans sa totalité. Je crois que les recommandations que j'ai faites vont améliorer la confiance du public dans le maintien de l'ordre et vont donner plus de clarté en ce qui concerne les complexités et la confusion du règlement. Dans mon travail d'examen du règlement, j'ai vu de première main un grand engagement de la part des membres du public, de la police et d'organismes communautaires en ce qui concerne faire des changements d'importance pour assurer qu'il y ait un équilibre adéquat entre les principes de la sécurité publique et la protection des droits de la personne. Je veux terminer par reconnaître et remercier tous les intervenants et intervenantes avec lesquels nous nous sommes rencontrés pendant nos consultations en Ontario. Je n'aurais pu faire ce travail sans vos contributions. Merci beaucoup. Voilà ma présentation. Merci.
Je vais maintenant partir et j'ai mon conseil ici. Et comme vous devez le savoir, je suis un juge et donc je ne réponds pas à des questions concernant mes jugements et je ne vais pas commencer avec un nouvel antécédent en répondant à des questions concernant ce rapport. Je vous encourage tous de lire ce rapport. Je vous remercie. Thank you. Merci à Monsieur l'honorable juge Bullock. Et maintenant, je vais demander à Conseil Christine Mainville, Jacqueline McNamara et Prasanna Ranganatham de bien venir. À vos questions en français. As they make their way to the stage, you'll notice that À mesure qu'ils s'approchent au podium, Dave et Esther ont des micros, donc si vous avez des questions, veuillez leur signaler de vous apporter le micro et veuillez remarquer aussi que conseils ne sont pas disponibles à répondre des questions concernant des cas individuels. Nous avons 30 minutes pour la foire aux questions, donc veuillez être bref avec vos questions pour que nous puissions entendre la plus grande quantité de personnes possible. Désolé, inaudible en cabine, l'interprète s'excuse. Commentaire inaudible. Ils ont été les avocats de l'examinateur. Nous avons une petite équipe et c'est des avocats corrects. Donc, 3 avocats qui sont disponibles pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez une question, veuillez bien lever la main et Dave ou Esther vont vous apporter un micro. Merci. Merci d'être ici. J'ai une question concernant la définition du juge Tullock concernant les contrôles de routine versus fichage. Il a donné un exemple de contrôle de routine. Quelqu'un ouvre une fenêtre et la police s'arrête et fait une enquête là-dessus. Est-ce que cela est synonyme avec la pratique de détention aux fins d'enquête et est-ce que cela peut être utilisé de façon interchangeable? Vouliez-vous répéter? Pour éclaircir, est-ce que vous posez une question concernant l'exemple que Monsieur le juge Tullock a fourni dans son allocution en ce moment? Donc, dans ce sens-là, le juge Tullock parlait du contexte où l'on avait des contrôles de routine et non pas du fichage. Et je pense que ça, nous avons dans les chapitres 5 et 6 des exemples qui sont très clairs par rapport à la différence entre les contrôles de routine et aussi la notion de détention aux fins d'enquête. Merci. Le rapport est vraiment quelque chose de très important en ce qui concerne des situations où les agents de police contrôlent de façon arbitraire et dérangent des particuliers et essaient d'obtenir des renseignements identificatoires. Comment ça se fait que le rapport est silencieux par rapport à la forme la plus commune de contrôle de routine que nous avons aujourd'hui? On contrôle les particuliers qui font des choses à eux, on leur pose des questions aléatoires sans identifier ou sans demander de l'information et donc tout cela est en dehors du règlement. Donc si je suis correct là-dessus, la quantité de contrôle de routine que le Toronto Star a couvert va continuer et on ne va même pas avoir les données pour soutenir leur motivation. Merci. Je pense que c'est une inquiétude correcte. Je pense que c'est l'un des problèmes centraux qu'a ciblé le règlement au début. C'est-à-dire que finalement, les renseignements identificatoires des particuliers ont été recueillis dans une base de données, ce qui pourrait avoir des répercussions importantes pour les membres de la communauté. Et à long terme, et c'est l'un des problèmes principaux
que l'on a ciblés pour au moins réduire ce problème. Et c'est la raison pour laquelle on se concentre beaucoup à la collecte de renseignements identificatoires, parce que finalement, c'est cela qui a potentiellement des conséquences à long terme. C'est un enjeu plus difficile à réglementer des interactions différentes où l'on ne fait pas une collecte de renseignements. Mais on a des recommandations dans le rapport par où l'on veut aborder ces enjeux, ces inquiétudes, et l'on veut former le public et la police par rapport aux interactions qui devraient avoir lieu. La civilité et des principes de base qui devraient être respectés par des agents de police et par tout le monde, soulignant le fait que les renseignements identificatoires devraient être demandés seulement quand nécessaire, finalement. Et même s'il y a une circonstance par où la police devrait être en interaction avec des particuliers ou les aborder parce qu'il y aurait peut-être une situation d'inquiétude, le point de départ ne devrait pas être de demander des renseignements identificatoires. Donc, il n'y a pas d'interdiction par rapport à aborder des particuliers et on ne devrait pas en avoir. On ne devrait pas l'abuser. Je pense que le rapport le rend clair. Ce que je voudrais ajouter à ma collègue, c'est que le propos de l'examen est de regarder le règlement 5816 qui est autour de l'enjeu de demander des renseignements identificatoires. L'analyse se concentre à cette approche et c'est les paramètres au sein desquels nous avons fourni l'analyse. OK, bonjour. Donc, l'une de mes questions concerne l'une des recommandations du juge Tulloch dans le rapport. L'une de ces recommandations demande si un enfant a moins de 12 ans, il ne devrait pas subir un contrôle de routine à moins que l'un de ses parents soit impliqué. Ma question est que, de mon expérience, je connais beaucoup de particuliers qui ont 13 ou 14 ans et qui ont fait face à des expériences traumatisantes quand ils ont été contrôlés de façon aléatoire. Donc, ne pensez-vous pas que 12 est un seuil trop bas parce que des enfants de 13 et 14 ans pourraient être traumatisés et perdre confiance en la police? Je dois parler. Le point central de votre question, c'est qu'ils ont été interpellés de façon aléatoire. Le juge Tulloch a été vraiment très clair. C'est que les interpellations aléatoires, qu'ils aient 12 ans ou plus, cela ne devrait pas arriver. Donc, le fait qu'il y ait un parent ou un gardien qui soit présent, n'est pas considéré pour le fichage, mais pour quelque interaction avec la police où la police veut, avec des raisons, des motifs valables, de demander les renseignements identificatoires. Et donc, l'interaction ne doit pas avoir lieu, sauf si un parent ou un gardien est présent pour un enfant de moins de 12 ans. Je voudrais ajouter que la recommandation du juge Tulloch reflète le cadre actuel du règlement et de ce qui est défini dans cette loi. Donc, plutôt que de définir une nouvelle limite d'âge, il a utilisé ce qui est dans la loi actuelle. Merci beaucoup. Le juge Tulloch reconnaît que de faire la police est une profession complexe et difficile. On sait que souvent les agents de police doivent prendre des décisions qui concernent la vie ou la mort et de façon très rapidement. Et d'interpeller quelqu'un avec des activités suspectes peut être interprété de façon très large par rapport à ce qu'est une activité suspecte. On peut faire cela sur le fait d'un pressentiment. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une confiance au niveau des recommandations que les agents de police pourront rapidement passer en revue tous les critères dans son esprit et s'assurer qu'ils ne sont pas en train d'enfreindre les droits de la personne de quelqu'un et qu'ils respectent bien les recommandations?
si elles sont approuvées par le gouvernement de l'Ontario, est-ce qu'il a vraiment confiance que les gens pourront faire cela? Je suis tout à fait confiante de ce qu'ils puissent faire parce que c'est ce que les agents de police font chaque jour et ils sont formés pour cela. Donc, les lois pénales définissent des normes et des standards et c'est ce qu'ils font de façon régulière. Donc, la question en partie, c'est si le cadre actuel ou jusqu'à aujourd'hui et ce que le juge Tulloch tente d'améliorer, est-ce que cela donne des raisons légitimes qui permettent de et que cela crée la confusion au niveau des sièges, des différents niveaux, et que le règlement était assez confusant. Donc, il est vrai qu'il était très difficile de l'appliquer. C'était légitime, parce que même les avocats avaient du mal à comprendre certains des aspects du règlement comme il est écrit actuellement. Mais ce que nous espérons, c'est que si et quand les recommandations sont appliquées, qu'elles clarifient, qu'elles simplifient de nombreux aspects du règlement. Et ayant fait cela, j'ai confiance que oui, à ce moment-là, les agents sauront si c'est une interpellation aléatoire, qu'elle soit discriminatoire par rapport au fait qu'ils interpellent quelqu'un pour leur demander leur papier d'identité. Au niveau du chapitre 9, je voudrais ajouter qu'il parle des formations et que le rapport clarifie la confusion qui existait auparavant au sein des forces de police et dans la collectivité. Donc, le chapitre 9 dit comment cette formation devrait être fournie à partir de moment et que les membres du public, autant que les membres de la police, doivent être formés afin qu'il y ait une compréhension commune. Bonjour, je viens du réseau du patrimoine africain noir. Donc, je voudrais soulever un point et que les recommandations devraient faire partie du curriculum pour les étudiants. Ceci dit, je me demande quel est le plan d'action à venir et celui qui est recommandé au niveau des mesures de responsabilité. Nombre des victimes, comme mon frère vient de le dire, nombre des victimes du fichage ont été des enfants vulnérables et innocents, et nombre d'entre eux ont été mis sur le chemin alors qu'ils étaient tant harcelés qu'ils se sont engouffrés dans des chemins dans lesquels ils ne seraient pas allés s'ils n'avaient pas été pressurisés à ce point par les forces de police. Donc, c'est par exemple, on dit quand vous allez à la chasse, vous allez trouver quelque chose. Donc, pour la protection de nos enfants, je me demande des différentes mesures, des plans d'action, des redditions des comptes et des mesures qui y sont associées pour la police afin de protéger nos enfants. Pour commencer et aborder votre question, nous voulons reconnaître que c'est vraiment une question traumatique et nous avons tellement de personnes qui sont venues aux consultations et aux réunions privées avec le juge Tulloch et qui ont partagé avec nous ces événements traumatiques. Tout a été entendu. On n'aurait pas pu faire ce rapport sans ces contributions et donc je sais que le juge Tulloch apprécie vraiment cela. Donc, par rapport au contenu spécifique de votre question, par rapport au plan d'action et comment faire au niveau de l'éducation du public, le juge Tulloch a fait certaines recommandations en fonction de ce dont il est convaincu au niveau des campagnes de mise en marché, des campagnes de publicité dans les médias sociaux par rapport aux lois et aux interactions entre la police et les membres de la collectivité. Quant à un plan d'action plus spécifique, le mandat du juge Tulloch était de produire ce rapport. Maintenant, le gouvernement a ce rapport en main et nous avons confiance que cela va aller de l'avant, mais en final, c'est le gouvernement qui va décider s'ils vont procéder avec ces recommandations ou pas. Par rapport aux mesures disciplinaires, vous pouvez voir ça dans le chapitre 11. Il y a des recommandations plus précises par rapport à la procédure.
Je voudrais aussi ajouter que le juge Tulloch a défini les recommandations afin qu'elles soient un processus par étapes. Surtout pour l'éducation, il a fait référence à l'importance de l'éducation des jeunes dans le chapitre 12. Il a parlé dans le chapitre 9 de l'éducation du modèle public. Il a parlé de différentes façons de le faire, de faire une média publicitaire dans les médias sociaux, où il a fait des référence au niveau de l'éducation par rapport aux droits et aux responsabilités dans le pays, que les gens soient au courant non seulement du règlement, mais aussi de leurs droits et du contexte du système pénal. Bonjour. 2 questions connectées. Tout d'abord, la composante de notification du règlement est un point important au niveau de la responsabilité de la police, c'est-à-dire que l'agent doit informer la personne qu'ils ont le droit, qu'ils sont libres de partir. Ma question tout d'abord est, est-ce que des agents en Ontario, est-ce qu'ils ont bien dit lors des interpellations à la personne que la personne a le droit de ne pas répondre aux questions et qu'ils sont libres de partir? Et comment est-ce que vous faites pour vérifier qu'ils ont bien informé l'individu? Ensuite, par rapport aux interpellations où la police ne recueille pas de données, est-ce qu'il y a à ce moment-là une exigence de notification des droits dans ces cas? Ou est-ce que l'agent peut dire « Oh, je n'ai pas demandé les documents d'identité ». Donc, qu'est-ce qui déclenche le fait que l'agent doit nous informer de nos droits? Si je vous dis juste « Oh, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui ?» On pourrait discuter le fait qu'ils n'ont pas besoin de m'informer de mes droits. Donc, qu'est-ce qui les force en finale, dans une situation particulière, qu'ils doivent nous informer de nos droits et me dire que je ne suis pas obligé de remettre mes papiers et que je suis libre de partir si je le veux? J'ai un petit peu de mal à voir avec la lumière. Mes excuses. Pour vos 2 questions, la première des choses que je dirais, c'est que le juge Tulloch a rencontré de nombreux représentants, comme il l'a dit, 34 services de police au sein de la province de l'Ontario. Et lors de ces réunions, il y avait vraiment des questions très profondes par rapport au nombre d'interactions non régulées qui ont été arrivés. Ils ont parlé aussi avec des agents qui sont sur le terrain, des gérants, pas seulement des commissaires de police, parce qu'ils voulaient vraiment avoir un meilleur aperçu du règlement et de voir qui était responsable de vérifier l'information, ce qu'il doit faire. Donc, il est vraiment rentré dans les détails. Par rapport au rapport des interactions non régulées, on avait 2 cadres de référence pour l'analyser. Il y en a un, c'est le rapport annuel qui est publié par les commissions des services de police, et aussi on a parlé avec les BDIEP pour considérer les plaintes qui ont été faites en fonction du règlement. Il a aussi posé la question aux agents qu'il a rencontrés dans les divers services, s'ils avaient fait ce travail, quelle était la complexité, etc. Donc la même rigueur a été utilisée au niveau des réunions publiques et avec les parties des intervenants pour savoir si ce qu'on entendait était reflété aussi au sein de la collectivité. Donc on a vraiment considéré un éventail large. Seulement 13 services de police avaient publié des rapports annuels, alors que ces rapports annuels sont exigés pour faire part du nombre de relations qui ont eu lieu pendant l'année, ainsi que l'impact possible, et que les personnes qui ont été interpellées, quelle race, quel groupe communautaire, à quel groupe communautaire ils appartenaient. Dans le chapitre 10 du rapport, le juge Tulloch dit combien il est important de normaliser le rapport, parce que quelquefois vous avez 10 pages et d'autres fois il y avait seulement 1 ou 2 pages. Donc il y a vraiment un besoin crucial de normalisation de ces rapports annuels de police. Et donc il faut faire des rapports vraiment clairs. Et si ce rapport est cohérent, dans ces cas-là, on peut bien le comparer pour savoir si le règlement a eu un impact important. Et ma deuxième question est,
Lorsque vous demandez à ces officiers, à ce commissaire, est-ce que vos agents informent les interpellés de leurs droits? Ils disent en termes généraux, sans pouvoir vous rapporter chacune des conversations que nous avons eues, je pense qu'il y avait en principe assez de conformité. Lorsque le règlement s'appliquait, il y avait la confusion quant à l'application du règlement ou pas, et c'est ce que nous espérons améliorer. Je voudrais répondre à un autre aspect de votre question par rapport à une construction qui soit inhérente pour nous assurer que ceci soit fait. Il y a plusieurs, mais l'un des éléments essentiels, c'est que l'information qui a été obtenue ne peut pas être mise dans une banque de données accessible par la police à moins que toutes les exigences du règlement aient été bien suivies, ce qui inclut de notifier la personne de ses droits. Donc, il doit y avoir un système qui soit mis en place, et qu'il y ait des vérifications de ces notifications, une vérification du système pour bien s'assurer que cela soit fait. Et c'est pour s'assurer que cette information ne puisse pas être utilisée ni que personne n'y ait accès si ces exigences n'ont pas été respectées. Donc, je ne peux pas vous dire plus que cela par rapport à ma réponse. Le seul point qui pourrait vraiment se pencher là-dessus, c'est s'il y avait vraiment une éducation bien faite au niveau du public pour que les gens sachent qu'ils ne sont pas obligés de répondre à l'agent de police et qu'ils peuvent partir, sauf bien sûr si vous conduisez un véhicule, par exemple. Mais donc, nous espérons que l'éducation du public sera bien améliorée afin que les gens soient au courant de leurs droits et qu'ils soient au courant qu'ils peuvent partir librement. Bonjour, ou plutôt bon après-midi déjà. Je voulais féliciter le juge et son équipe parce que nous avons encore des membres du comité. Et en fait, il a mentionné des enjeux clés. Et ce qui m'est clair, c'est les 5 années qu'il a recommandées pour conserver de l'information en ce qui concerne des renseignements actuels ou pour des appels. En 2014, on a parlé de toutes les données qui sont encore là et qui n'ont pas été utilisées pour ces paramètres. Alors, quand est-ce qu'on va soumettre la destruction de la documentation? Donc, si ce n'est pas pour des cas actuels ou pour des appels ou des poursuites en justice, toutes ces données devraient être supprimées, n'importe la terminologie. Et donc, la question se pose. Le rapport s'en va au ministère de Correction et Sécurité. Mais est-ce qu'ils ont le droit de décider si on va détruire ou bien est-ce que c'est encore à discrétion des chefs de faire la détermination en ce qui concerne la destruction des données qui ont été recueillies dans leur base de données? Alors, votre question concerne la situation actuelle ou les recommandations de Monsieur le juge Tulloch? Désolé, commentaire hors micro. L'interprète s'excuse, inaudible en cabine. L'interprète s'excuse, inaudible en cabine. Commentaire fait hors micro. Inaudible. L'interprète s'excuse. La recommandation, comment essayer d'assurer, d'accélérer pour qu'il y ait une imputabilité par rapport à la destruction des données. Le ministère peut diriger et choisir de mettre en œuvre la recommandation et donner des instructions aux services de ce faire. Les services de police ont une certaine discrétion de détruire des données et cela est assujetti à des lois qui pourraient leur exiger de préserver certaines composantes de l'information, mais ils auraient une certaine discrétion là-dessus. Et je voudrais aussi indiquer que, conformément au règlement tel qu'il est en ce moment, des données qui ont été recueillies avant l'an 2017, des renseignements identificatoires recueillis avant l'an 2017,
et qui tomberait sous l'application du règlement est déjà dans une base de données à accès limité et assujetti aux exceptions que vous avez mentionnées. Merci beaucoup pour tout le travail que vous avez fait là-dessus. J'étais présent à Scarborough dans l'une des réunions de consultation et j'ai parlé de l'employabilité. Les personnes de couleur avaient de l'inquiétude par rapport à l'impact sur la mesure dans laquelle ils peuvent être employés. On a mentionné ce sujet et les gens ont parlé de préjugés et le danger de perte d'emploi. Alors, le message a été très clair, mais est-ce que vous pourriez parler davantage en ce qui concerne comment cela a lieu? Parce que quand moi je pense aux choses, s'il me faut faire un contrôle d'antécédents, comment est-ce que le contrôle de routine peut apporter une perte d'emploi? Je n'ai jamais compris. Il s'applique de l'application de la loi. Alors, typiquement ou généralement, cela serait une barre pour être employé par l'application de la loi. Il y a de nouvelles lois qui vont surgir par rapport à une loi provinciale qui va entrer en vigueur qui limite les registres à accès non limité, qui ne serait plus une limite pour l'emploi. Donc, avant cela, maintenant, selon cette loi, ça ne pourrait pas être un obstacle à l'emploi. Auparavant, c'était ambigu par rapport à quand on pouvait publier les renseignements. Mais l'impact principal duquel nous avons entendu parler, c'est quand les gens soumettent une demande à la police ou à des entités d'application de la loi. Et dans les chapitres de on parle de l'impact que cela avait avant le règlement. Et dans le chapitre 11, les recommandations que Christine a partagées parlent de comment les données d'interaction réglementée et des données historiques ne peuvent pas être utilisées pour un dépistage d'emploi. Donc, cela est spécifiquement une recommandation dans le chapitre numéro 11. Esther? Bonjour. Je veux tout d'abord remercier Monsieur le juge Tulloch et vous tous pour votre travail et vos recommandations. J'ai un couple de questions. La première est que vous utilisez le mot « le ministère peut choisir ». Si le gouvernement choisit de ne rien faire, et il faut être franc, on est en train de parler du Premier ministre, le fichage à avoir avec la loi et l'ordre, et il ne semble pas avoir d'intérêt. Si le gouvernement choisit de ne rien faire, qu'est-ce qui se passe alors? Deuxièmement, si le gouvernement ne prend pas action, ce qui m'inquiète, c'est les données, non seulement à cause d'une perte d'occasion, mais aussi parce que les gens qui, disons, on leur a envoyé, on leur a enlevé leur droit à travailler, par exemple, et on leur a envoyé enlevé leur sécurité, leur code de sécurité. Qu'est-ce qui se passe alors? Je pense que Monsieur le juge Tulloch a complété son mandat qu'on lui a octroyé. C'est l'étendue de son autorité dans ce sens-là. Et franchement, c'est dans les mains du public. Oui, c'est dans les mains du gouvernement, il est vrai, mais nous avons confiance par où ceci sera analysé de façon sérieuse et nous espérons que les gens voient qu'il y a des choses en commun et que si l'on lit le rapport de façon complète et l'on le comprend, il ne devrait pas avoir franchement de désaccord en ce qui concerne les raisons pour lesquelles il faudrait le mettre en œuvre. Désolé, commentaire hors micro, l'interprète s'excuse, inaudible en cabine.
Je ne suis pas sûre que j'ai compris votre question. Qu'est-ce qui peut être fait si le gouvernement n'agit pas? S'ils ne font rien, en quelle mesure les gens qui ont de la formation entreposée dans les bases de données peuvent défier les services de police? Ah, là, je comprends. Bon, avant la mise en vigueur du règlement en 2017, Jacqueline? Oui, je pense. Désolé, commentaires multiples hors micro. L'interprète s'excuse. Je pense que je vous donnerai conseil juridique et donc je ne pense pas pouvoir répondre à cette question de façon générale. Kingsley Gilliam. Je voudrais féliciter Monsieur le juge Tulloch et ce travail tellement inclusif qu'il a fait en ce qui concerne ce sujet tellement nébuleux. Il a éclairci ce qui en fait est en train de se passer et il a fait des recommandations formidables en fait. Le problème que nous avons cependant est que le gouvernement actuel a entreposé le projet de loi 175 quelques heures auparavant en donnant avis seulement aux syndicats des agents de police et non pas au public et non pas aux participants. Donc c'est dans leurs mains en ce moment. Monsieur le juge Tulloch a répondu à ces exigences établies dans le décret et ça va dépendre de chacun d'entre nous dans cette salle de nous assurer que Doug Ford ne l'entrepose pas quelque part. En même temps, je voudrais aborder un couple d'enjeux concernant le concept de formation de la police. Parce que l'on comprend communément que la formation est la panacée pour n'importe quel problème. Veuillez bien vous diriger à la question directement. Je vous remercie. Bon, ce qui se passe vraiment, c'est que autour de la formation, Monsieur le juge Tulloch a mentionné de différents types de formations qui devraient être inclus. Mais cela n'aborde pas la formation ayant à voir avec le problème central, c'est-à-dire le racisme anti-noir, le profilage racial. Donc, le forfait de formation devrait inclure de la formation obligatoire concernant l'anti-biais, le racisme anti-noir, comme formation, non seulement anti-noir, mais il y a du racisme envers de différents groupes. Donc, la formation anti-racisme. Et sans cela, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui ait ce biais, vous n'allez pas faire que cette personne change. Moi, j'ai livré ces formations au sein de la fonction publique de l'Ontario auparavant. Le chapitre 9 détermine très clairement comment la formation antiracisme et anti-biais est essentielle. Et en fait, le juge Tulloch parle de façon très puissante du fait que les communautés doivent aider à concevoir la formation. Le juge Tulloch, le long de tout ce chapitre, parle non seulement d'enjeux historiques ou d'enjeux systémiques, mais aussi de comment ces enjeux s'expriment au sein des communautés. Donc, il insiste beaucoup sur le fait que l'on doit parler des réalités. Il ne s'agit pas d'une formation qui se passe une seule fois. Il parle de formation de recyclage qui inclurait ces éléments. Oui, et je veux être claire, la recommandation est là pour ce genre de formation et
Je veux aussi être clair qu'il ne s'agit pas seulement de parler d'agents de police individuels, mais qu'il s'agit plutôt d'un problème au sein de notre société en général. Cela doit être géré de façon plus générale. Et ce n'est pas seulement du racisme, mais c'est des biais inconscients qui sont parfois contraires aux valeurs que les gens expriment qu'ils détiennent. Donc parfois c'est quelque chose de difficile, mais c'est abordé directement dans le rapport. Merci. Je veux dire qu'il n'y a du temps que pour 4 questions de plus. Je sais que qu'il est déjà tard, mais veuillez avoir des conversations à l'extérieur de la salle et non pas au sein de la salle. Prochaine question. Vous ne pouvez poser que 4 questions. Le juge Tulloch a dit que la police devrait pouvoir expliquer quelles sont les raisons pour lesquelles ils contrôlent quelqu'un dans la rue. Est-ce que c'est dans le rapport qu'ils font ou à la personne qui parle ou c'est un exercice mental seulement? Non, les agents de police doivent pouvoir expliquer des motifs objectifs et raisonnables concernant la raison pour laquelle ils demandent des renseignements identificatoires de la personne avec laquelle ils sont en train de parler. Et le juge a indiqué que cela devrait être enregistré dans le relevé qu'il donne à la personne et non seulement cocher une case, mais aussi une description claire, oui. Et la raison, selon ces recommandations, doit être entrée dans le système quand elle est soumise. Donc, verbalement, sur le relevé et sur le formulaire soumis. Merci. Je m'appelle Miguel Avila et j'ai parlé au centre communautaire Tropicana. J'ai participé là et j'ai posé une question concernant l'éducation pour les résidents du logement communautaire de Toronto. Comme vous le savez, ce logement a signé un accord avec les services de police de Toronto par rapport à venir chez nous dans nos unités parce qu'ils sont les agents du propriétaire. Donc, moi, j'ai mentionné cette politique de fichage au conseil d'administration du logement communautaire de Toronto et j'ai dit nous avons de nouveaux règlements concernant le fichage. Et donc, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils ont dit nous allons penser à votre commentaire. Ça fait plus de 2 ans maintenant. Et quand je suis partie à Tropicana, j'ai demandé au juge Tulloch s'il pouvait faire des recommandations au niveau municipal. Donc, encore une fois, voilà ma question. Si quelqu'un pourrait répondre à cette question, ça serait merveilleux parce que le logement communautaire de Toronto est l'objet d'infractions concernant les droits de la personne de différentes façons. Je vous remercie la question. C'est-à-dire, il y a des pouvoirs, des autorités, vous êtes correct, et certaines composantes de législation comme le code de la route, et cela est à l'extérieur de cette réglementation. Étant donné le mandat de Monsieur le juge Tulloch, parce qu'il a entendu des inquiétudes concernant ces enjeux, il a recommandé que la province considère la possibilité de passer en revue ces composantes de la législation pour voir si des protections similaires peuvent être incrustées dans ces composants de législation. L'interprète s'excuse, commentaire fait hors micro. Désolé, commentaire hors micro, l'interprète s'excuse, inaudible en cabine. Désolé, commentaire hors micro. Merci. Bonjour. Donc, j'ai remarqué qu'on n'a pas forcément mentionné que la raison pour laquelle nous sommes dans cette salle, c'est la mort d'hommes noirs non armés. Et c'est la raison pour la confusion qui a été formulée par Monsieur le juge Tulloch. Donc, je me demande, est-ce qu'il mentionne qu'il y aurait des conséquences, c'est-à-dire retourner à une formation si les agents de police
ne respectent pas le règlement. De quoi s'agit-il exactement? Quelle est en fait la conséquence outre passer par une formation de recyclage? Je pense qu'il y a plusieurs aspects aux conséquences. Tout d'abord, si, comme je l'ai mentionné auparavant, l'information ne peut être utilisée si le contrôle a été fait de façon inadéquate. En plus, les vérifications doivent se passer très rapidement et du moment où on dirait que c'est fait de façon inadéquate, le premier pas est la formation à nouveau, parce qu'il y a de la confusion, parce que parfois c'est fait en bonne foi, les erreurs sont faites en bonne foi, mais il y a une recommandation claire par où si l'agent de police insiste à faire des erreurs ou à faire des examens de façon inadéquate, des mesures disciplinaires doivent être prises. Donc, désolé, commentaire hors micro inaudible en cabine. Je pourrais vous renvoyer, parce que c'est un schéma complexe, donc je vais vous renvoyer au chapitre pertinent. Serait-ce le numéro 11? Oui, le chapitre 11, à partir du paragraphe 61. C'est une partie du chapitre là-dessus. Désolé, commentaire hors micro, inaudible en cabine. Désolé, monsieur. Désolé, commentaire multiple hors micro, l'interprète s'excuse. Monsieur, on a déjà eu cette question et nous avons une dernière question, après quoi nous allons conclure. Merci. J'ai dû sortir avant que vous ne commenciez à parler, donc je vous demande pardon. Monsieur le juge Tulloch a parlé des sous-groupes de contrôle adéquats. Le fichage est un sous-groupe. Je vous demande pardon si on l'a déjà demandé, mais pouvez-vous donner un taux quantitatif à Toronto seulement par rapport au pourcentage, 5, 10, 15, 20% des contrôles de routine qui seraient considérés aléatoires, arbitraires, inadéquats comme fichage, comme exemple de fichage. Je pense que c'est impossible de se faire, tout simplement parce qu'on n'a pas eu de définition uniforme de ces concepts au préalable. Cela a été fait dans la pratique et on l'a encadré pour que cela soit significatif et les gens sachent de quoi l'on est en train de parler. Mais ce n'est même entre de différents services de police, on ne les a pas compilés de façon mesurable. Donc, malheureusement, on ne peut pas vous répondre. Et avant la clôture de Christine, je pense que cela vaut la peine de répéter que, comme Monsieur le juge Tulloch a mentionné, c'est la première fois que l'on regarde les choses sous la législation. Donc, le propos de l'examen a été de passer en revue le règlement, voir s'il fonctionne en pratique. Il a fait des recommandations dans son rapport afin d'assurer qu'il y ait de la clarté et non pas de la confusion et pour apporter les choses à un nouveau trajet sous ce règlement. Merci beaucoup. Ceci est la conclusion de notre foire aux questions. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui et d'avoir soutenu le travail de cet examen. Nous vous remercions ce que vous avez fait pendant ces 18 mois pour soutenir cet examen. Et sans vous, on n'aurait pas pu le faire et nous vous remercions beaucoup encore une fois.